Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va commencer par parler de différentes méthodes d'entraînement. On va parler des back offsets, on va parler des finishers. Est-ce que ce sont vraiment des concepts utiles à intégrer dans notre programmation? Je vais vous donner mon avis là-dessus. Ensuite on va parler de risque de blessure. J'ai reçu une question qui était très intéressante. On va essayer de s'attarder sur la variable, la chose qui fait vraiment la différence pour prévenir les blessures. Je vais vous expliquer le tout et vous allez voir que ça va à l'encontre de beaucoup de on-dit dans l'industrie. Et finalement on va parler de douleurs au genou. Comment continuer à s'entraîner lorsqu'on a des douleurs au genou, et je vais vous donner quelques astuces à intégrer dans votre préparation pour réduire, diminuer la sensation de douleur à l'instant T, en plus de tous les gains que vous allez faire par le futur. Donc les amis, restez connectés, un épisode qui est rempli de gems qui va énormément vous servir. Donc commençons directement par les news de la semaine. Alors news de la semaine les amis, c'est que à la sortie de ce podcast, exactement le 5 septembre, eh bien on a la sortie de mon nouveau programme pieds et chevilles bulletproof. Ça fait un moment que je vous parle de ce programme. J'ai fait d'ailleurs deux épisodes du mardi, donc deux formats un peu masterclass, épisode 1, épisode 2 sur le complexe pieds-chevilles. Je vous invite à aller checker tout ça et il y aura plein de vidéos sur ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose de très important que j'ai négligé par le passé. Et je vous parle encore une fois en tant que professionnel engagé dans l'industrie depuis plus d'une décennie à 100%, et je regrette de ne pas m'être attardé là-dessus par le passé. Donc si vous êtes un professionnel du sport et de la santé, eh bien les gars, allez checker ce programme parce que ça va vous aider, ça va vous donner plein d'astuces, une meilleure compréhension de comment entraîner le tout pour vous, pour vos clients. Croyez-moi, c'est un vrai game changer. Et si vous êtes un athlète, tout simplement un enthousiaste de sport, eh bien c'est également un vrai game changer. C'est ce que j'ai trouvé intéressant avec justement le fait de s'attarder sur le complexe pieds-chevilles, c'est que il y a une amélioration pour notre bien-être général. Vraiment, c'est un game changer parce que la plupart des gens ont des pieds qui ne sont pas fonctionnels, des chevilles qui ne sont pas résilientes, et du coup travailler dessus, c'est un vrai game changer juste pour notre bien-être au quotidien, pour nos déplacements du quotidien. Et je parle ici du truc le plus basique qui est de marcher. Et simplement marcher, pour certains, c'est assez problématique parce qu'on est limité au niveau de ce complexe pied-cheville. Donc les amis, allez checker tout ça. Les blessures aux chevilles sont énormément récurrentes dans tous les sports confondus. Ce sont d'ailleurs les blessures les plus récurrentes au niveau des extrémités, donc du bas du corps. Donc il faut s'attarder dessus. C'est un vrai game changer, encore une fois, pour la performance, pour la santé, le bien-être général. Checkez tout ça, je l'ai construit de manière assez, de façon à ce que ce soit précis, simple, efficace, ludique. Je vous ai donné des bibliothèques d'exercices pour que vous puissiez piocher. Donc, même si vous ne suiviez pas le programme, disons, à la lettre, eh bien, ce sera un investissement qui sera bénéfique parce que vous pourrez toujours aller piocher et intégrer des trucs dans votre programmation. Et ça, c'est un vrai game changer. Croyez-moi, c'est ce que je voulais vous donner ici. Une librairie d'exercices avec des tutoriels complets comme si vous m'aviez à vos côtés. Donc les amis, allez checker le programme. Il est à moins 50% pour l'offre de lancement. Tous les liens sont dans la description avec toutes les informations. Donc profitez-en, l'offre de moins 50% est limitée bien entendu. Donc je vous invite à checker tout ça, encore une fois, le lien dans la description. Et sinon, vous retrouverez toutes les infos sur ma page Instagram et checker les vidéos YouTube qui vont sortir parce qu'il y en aura plein qui sont intéressantes. D'ailleurs, il y en a une qui est sortie hier à la sortie de ce podcast, donc le 4 septembre. Allez checker tout ça les amis. Commençons directement par la première question du jour qui a été envoyée ici. Alors, salut Kevin, merci pour tout le contenu que tu apportes à l'industrie francophone. C'est une vraie mine d'or. Je voulais connaître ton avis sur deux sujets qui m'intriguent. Je me pose beaucoup de questions sur les back offsets. Quelles sont leurs utilités et pourquoi les utiliser? La deuxième question que j'avais concernait les finishers. Beaucoup critiquent ce terme actuellement alors que c'était quelque chose du langage courant par le passé. Qu'en penses-tu? Merci d'avance. Alors, question que j'ai trouvée intéressante ici parce qu'effectivement, ce sont des termes qu'on utilise dans l'industrie. Vous allez voir des gens dire « Ah, j'ai fait mon back offset » ou « J'ai fait mes répétitions, ensuite j'ai fait un back offset » ou les finishers, et puis il y a eu cette nouvelle mode de critiquer des termes qui ont toujours été utilisés et des termes qui seront plus conceptuels qu'autre chose. Et souvent, c'est ce qui se passe dans l'industrie, c'est que on se perd sur des méthodologies bien précises, des termes bien précis, alors que au final, ces méthodologies, ces concepts-là ne sont là que pour illustrer un principe clé. D'accord? On a les principes et ensuite, on a toutes ces méthodes, on a tous ces concepts qui découlent de ces principes. Et le problème qu'on retrouve, c'est que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre les principes clés, s'attardent sur ce que j'appelle la surface, s'attardent sur les méthodes, s'attardent sur ces concepts prédéfinis, ces protocoles prédéfinis, et ils n'arrivent pas à voir plus loin que ça. Alors, ce qu'il faut faire, les amis, c'est ce que j'enseigne entre autres dans mon programme Mentorship. Il faut avoir une analyse critique du tout et se dire, ok, fondamentalement, ce truc-là, il sert à quoi? Et à partir de là, je sais comment le manipuler. Donc, pour répondre à cette question concrètement,
Les back offsets, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme-là? De manière générale, un back offset va être utilisé lorsque on va faire une série lourde suivie d'une série du même exercice en réduisant la charge. On va réduire la charge d'un certain pourcentage, 10, 20, 30%, et ensuite on va continuer à faire des répétitions. On va faire une série de plus en général. Donc concrètement parlant, je fais un développé couché très lourd sur 2-3 reps par exemple, ou une rep, ça va dépendre ici, mais je vais m'attarder sur ces détails dans un instant. Je pose la barre, j'enlève 20 kg et ensuite je pars pour une autre série où là j'envoie plusieurs répétitions, ok? Bien entendu, je vais faire plus de répétitions parce que la charge est plus légère. Il y en a qui pensent que c'est magique, ils se disent ouais, le back offset, ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Le back offset, en très simple, il y a deux utilisations qui sont intéressantes. Pendant longtemps, je me suis même posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment intéressant de l'utiliser? Effectivement, des fois, j'utilise les back offsets. Je ne pense pas que ça soit le, comme disent les Américains, le end or be all, le truc définitif à faire qui donne des gains magiques, mais éventuellement quelque chose que vous pouvez organiser, principalement si vous êtes en perte de temps, que vous voulez continuer à travailler sur votre force et développer du muscle. Alors, essayons de contextualiser le tout. Les back offsets, dans la règle de l'art, sont utilisés lorsqu'ils sont suivis d'une série très lourde. En général, dans le 1 à 3 reps. Okay, on fait une série dans le 1 à 3 reps qui a pour but de développer sa force. Donc le but principal lorsqu'on travaille avec des intensités très élevées, le 1 à 3 répétitions max, eh bien, c'est d'envoyer un stress qui est principalement nerveux, un stress neurologique qui va nous permettre d'augmenter nos paliers de force. D'accord ? Ce qui veut dire qu'on a un stress qui est plutôt biaisé sur le côté du spectre neurologique et qui par conséquent délaisse un peu le côté structurel. C'est-à-dire que nos muscles vont être stimulés certes, mais on passe pas assez de temps, on n'accumule pas assez de temps pour stimuler le côté structurel, le côté du tissu, d'accord? Ce qui veut dire qu'on devient plus fort, certes, mais on ne construit pas vraiment plus de muscles. C'est le premier truc à garder en tête. Donc, l'idée, c'est que à chaque fois qu'on fait un exercice, eh bien, on va solliciter certaines parties de nos muscles d'une certaine façon. On va solliciter principalement certaines lignes de tissu plutôt que d'autres lignes du tissu du même groupe musculaire. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand vous faites vos pecs, eh bien, vous utilisez différentes inclinaisons parce que ça va cibler différentes lignes de ces tissus-là. Et pour tous les exercices, c'est quasiment pareil. Et si vous écoutez mes podcasts depuis longtemps ou que vous avez fait mes formations, si vous êtes un professionnel du sport et de la santé, eh bien vous savez de quoi je parle ici. Donc, l'idée est de comprendre que, ok, j'ai choisi un exercice qui va viser certaines lignes de tissu. D'abord, je vais monter graduellement jusqu'à arriver à ma série lourde. Bam, j'ai passé le stress nerveux, je suis devenu plus fort. Maintenant, j'ai quand même envie de développer la musculature de ces mêmes lignes de tissu. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je dois rajouter plus de volume et c'est là que ça devient intéressant de rajouter un back offset, 2 back offset par exemple. D'accord? Et c'est là que je vais réduire le poids et je vais essayer de m'attarder un peu plus sur le stress qui va être un peu plus structurel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet quand même de travailler avec des charges qui sont relativement lourdes. Donc, imaginons que la première série où votre montée en gamme, vous allez arriver à votre top 7 où vous allez trouver votre 1 à 3 reps max. Bam, j'ai trouvé mon 1 à 3 reps max. Je pose le tout, je réduis la charge, mais je réduis pas la charge de 50%. Je réduis la charge de 10, 20% et ça va me permettre de rester dans cette rangée de répétitions qui flirte un peu avec les deux stress. Je continue à développer ma force et je continue et je développe du muscle par la même occasion. De manière générale, on va être dans une rangée de 4 à 7, 5 à 8 répétitions. C'est la rangée que je vous invite à maintenir ici. Donc des répétitions, ce qui veut dire qu'on utilise des charges qui ne nous permettraient pas de faire plus que 7-8 répétitions. C'est ce que vous voulez garder en tête ici. Et pas moins de 4-5 répétitions. Simple, c'est comme ça qu'on définit ces rangées de répétitions. C'est comme ça qu'on interprète ces rangées de répétitions. Et donc, je me retrouve un peu dans ce bon spectre où je peux avoir un peu des deux suite à ce top 7 où j'ai vraiment cherché à développer ma force max. Et ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est que pour ceux qui s'attardent vraiment sur la biomécanique du mouvement, qui veulent perfectionner certains de leurs lifts, principalement si vous êtes un athlète de sport de force comme un powerlifter ou un haltérophile ou autre, eh bien ça nous permet de travailler avec des intensités qui sont un peu moins élevées, quand même qui vont nous challenger et qui par conséquent nous permettent de être dans ce spectre où on est challengé, mais on arrive à maintenir une bonne technique d'exécution avec des intensités relativement élevées. Donc vous l'aurez compris, encore une fois, c'est un peu le bon compromis. Je peux continuer à travailler sur ma technique, ça développe quand même ma force et ça développe également du muscle. Si je venais à faire que du très lourd, ça me crame complètement sur plusieurs séries et
vous savez, quand on utilise des charges très très lourdes, la technique, elle peut vite se dégrader. Donc l'idée, c'est d'accumuler de l'expérience, du volume, encore une fois, sur cet aspect technique des choses, donc pour le fait de développer ses skills, et le fait d'accumuler plus de volume nous permet également de rajouter le facteur temps sous tension qui est nécessaire pour développer la structure de nos muscles. Donc vous l'aurez compris, les back offsets, c'est simplement un simple outil pour ajouter plus de volume, et ça a ces deux bénéfices, l'aspect technique des choses et l'aspect prise de muscle, en plus de l'aspect force qu'on peut combiner sur des mêmes lignes de tissu. J'espère que c'est très clair ici. Maintenant, parlons des finishers. Alors les finishers, c'est souvent critiqué, où les gens vont dire, les experts de l'industrie vont dire, ouais, ça sert à rien, etc. Les finishers, il n'y a pas de finishers. Et c'est vrai, concrètement, il n'y a pas de finishers. Il n'y a pas de finishers, il n'y a pas de beginners. C'est conceptuel ces termes, ça ne veut absolument rien dire. C'est simplement un terme qu'on utilise pour dire, les gars, c'est le dernier exercice, on va vider le réservoir de ce truc qu'on a sollicité jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est une bonne façon de conceptualiser les choses. C'est pour ça que j'aime bien penser de manière conceptuelle et pas de manière technique uniquement. Le problème de beaucoup d'académiciens, c'est qu'ils pensent uniquement de manière technique, à travers les protocoles prédéfinis qu'on leur a donnés. Alors lorsqu'on pense de manière conceptuelle, eh bien, on arrive à voir le tout avec un spectre beaucoup plus large et on arrive à créer de meilleures interprétations. Ce qu'il faut comprendre de manière générale, c'est que, encore une fois, le finisher comme les back offsets ne sont que des outils, des méthodes qui nous permettent d'accumuler plus de volume. Et ce volume qu'on veut accumuler en plus est tout simplement la compréhension qu'on a de certains principes clés qui nous permettent de déterminer l'accumulation justement de choses qu'on va chercher à créer. Plus de force, plus de muscles, etc., etc. On veut simplement rajouter plus de volume. Et ça peut être intéressant à rajouter lors de l'un de vos entraînements en se disant, j'en ai encore dans le réservoir pour ce muscle-là et je vais faire une série où je vais faire plusieurs répétitions, de plus longues répétitions, pour accumuler plus de volume, que ce soit pour travailler sur une certaine endurance musculaire ou tout simplement parce que vous avez des buts, un but esthétique où vous voulez tout simplement rajouter plus de temps sous tension au niveau de vos muscles et vous allez l'appeler finisher. Vous auriez pu l'appeler le le blue, on s'en fout. C'est un nom, c'est conceptuel encore une fois ici. Je pense que ce n'est pas nécessaire de s'attarder sur ce genre de débat. Ce sont des débats qui sont inutiles encore une fois dans l'industrie du fitness selon moi. Simplement un outil pour ajouter plus de volume, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Deuxième question qui a été posée ici, que j'ai reçue sur Instagram, je ne me rappelle plus du nom d'ailleurs, je suis désolé, j'ai oublié de noter les noms aujourd'hui. Deuxième question qui a été posée, qui disait la chose suivante: si tu venais à ne donner qu'une variable comme étant la plus importante pour prévenir le risque de blessure, laquelle serait-ce et pourquoi? Et je trouvais que c'était une question intéressante parce que c'est vrai que souvent dans l'industrie du fitness et de la santé, on va attribuer la blessure à une cause bien particulière. On va dire que c'est à cause de votre biomécanique, ou c'est à cause de la longueur de vos membres, ou que c'est à cause de votre technique d'exécution, de votre positionnement initial, ou de votre positionnement à l'arrivée. Et malheureusement, dans la plupart des cas, encore une fois, c'est faux. On regarde les choses en surface et on ne regarde pas les choses en profondeur. On ne regarde pas vraiment ce qu'il y a de fondamental à comprendre. Et je vais vous dire la règle d'or, si je venais à ne citer qu'une règle d'or, parce que ça englobe plein de trucs. Si je venais à m'attarder vraiment sur le truc sur lequel on doit se concentrer pour prévenir le risque de blessure, c'est le principe de la surcharge progressive. Aussi simple que ça. La plupart des blessures ont lieu parce qu'on en fait trop tôt, trop vite. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il y a trois aspects sur lesquels on veut analyser le tout, qui représentent les trois qualités athlétiques qui sont l'endurance, la vitesse et la force. Okay, on en fait trop, d'accord? Vous voulez travailler sur votre endurance, mais vous faites trop de volume d'un coup. Votre corps n'a pas la capacité de faire face à tout ce volume. Trop vite, donc la vitesse, encore une fois, c'est un spectre ici. Si vous allez trop vite et que vous n'êtes pas prêt à faire face à ces vitesses, c'est problématique. Il y a un truc qui va lâcher. Vous allez avoir une blessure. Et trop fort, vous mettez trop de contraintes d'un coup, trop d'intensité d'un coup, eh bien, c'est comme ça que la blessure a lieu. Okay, c'est aussi simple que ça. Donc, on parle de différents types de contraintes ici qui excèdent la capacité de nos tissus, de notre corps de manière générale, à faire face à ces contraintes. Et j'espère qu'en décortiquant le tout à travers ces trois qualités physiques, eh bien, vous comprenez fondamentalement ce que je dis ici. Et c'est le seul truc sur lequel vous voulez vous attarder. Qu'on parle de volume, qu'on parle de vitesse, que l'on parle de force, de charge que vous allez utiliser lorsque vous faites vos exercices, utilisez une règle très simple. Je vais vous donner cette règle très simple et si vous respectez ça, croyez-moi, ça va grandement vous aider. Augmentez de semaine en semaine
de 5 à 10% de plus par rapport à ce que vous avez fait la semaine précédente. Si vous respectez ça, alors ça ne va pas durer à l'infini, ok? Moi je vous invite encore une fois, j'ai un modèle bien précis, j'ai déjà abordé plusieurs fois dans différents podcasts, mais si vous augmentez de 5 à 10% en plus ces contraintes-là d'une semaine à une autre, à condition que vous ayez été régulier pendant ces semaines d'entraînement, eh bien, vous allez aller dans la bonne direction. Et ce que j'essaierai de faire, c'est d'augmenter de 5 à 10% en altérant le focus de ces différentes qualités. 5 à 10% de plus de volume, 5 à 10% de plus d'intensité, de charge que vous allez utiliser sur les exercices que vous allez utiliser. Vous utilisez une marge de sécurité qui est intéressante et vous êtes toujours dans le progrès. Vous n'êtes en train de rien précipiter. C'est vraiment la règle d'or ici. Et ça s'applique à tout. Le problème qu'on rencontre, c'est ça. C'est que les gens se disent « Ah, j'ai couru 2 km, je me sens bien. Allez, la prochaine fois, ben j'y vais. Hein, 10 km. » Parce que 10 km dans la tête des gens, c'est le truc à faire. Et forcément, tu passes de 2 km à 10, il y a un gros gap. On n'a pas respecté ce principe de la surcharge progressive. Pareil pour vos exercices en salle de sport. Vous faites vos squats. Vous faites votre squat à 50 kg. Vous dites, ah, je me sens bien 50 kg. Allez, je vais essayer 80 kg la semaine prochaine. Tu essaies 80 kg. Et éventuellement, il y a un truc qui lâche, ok? Ou tu as créé éventuellement des dégâts structurels que tu ne vas pas forcément ressentir tout de suite, mais que tu risques de ressentir plus tard. Donc, restez à l'affût pour ce genre de progression. Et ça me permet justement d'aller à l'encontre de ce on-dit qu'on nous donne dans notre industrie, où on place un focus très important sur la technique d'exécution et la forme pour soi-disant prévenir les blessures. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que la technique d'exécution est vraiment nécessaire pour prévenir les blessures? Et je dirais que oui, mais pas tant que ça. Ou c'est pas le facteur qui est le plus important. Et je vais vous expliquer pourquoi la technique d'exécution est importante. Pourquoi on doit s'attarder sur la technique d'exécution? Eh bien, dans un premier temps, il faut garder en tête que tout s'adapte dans n'importe quelle position, à condition que l'on fasse les choses progressivement. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir une très mauvaise technique d'exécution. Je pense ici à un squat avec le dos complètement arrondi. Je pense ici à un deadlift avec le dos complètement arrondi où des gens se tiendraient la tête, se tireraient les cheveux tellement dans leur conceptualisation des choses, ils pourraient se faire mal au dos. Eh bien, figurez-vous que si vous commencez avec cette mauvaise technique et que graduellement vous augmentez les charges sans précipiter les choses et en respectant ce principe de surcharge progressive, eh bien, vous allez pouvoir prendre et soulever plus de poids avec cette très mauvaise technique. Parce que même vos tissus qui sont dans une position dite dangereuse, si vous avez fait les choses progressivement, que vous les avez graduellement exposés à de la charge, eh bien, ces derniers, dans cette position qui est soi-disant dite dangereuse, ne l'est plus parce qu'ils sont aptes, ils sont devenus plus forts, ils sont aptes à faire face aux contraintes auxquelles ils vont être exposés. Donc, vous l'avez vu encore une fois, c'est pour ça. D'ailleurs, encore une fois, qu'on arrive à voir des gens qui font des deadlifts avec des dos ronds, des gens comme moi qui, depuis des années, prêchent des exercices pour rendre le dos plus résilient et d'autres articulations comme la cheville, etc. Si j'arrive à sauter sur le côté de ma cheville depuis une box de 60 ou 70 cm, c'est pas parce que c'est tombé du ciel, c'est pas parce que je suis né avec et c'est génétique, c'est parce que j'ai graduellement exposé ma cheville à ce genre de contraintes. J'ai commencé avec 10 cm, j'ai commencé ensuite avec 20, etc., 30, 40, 50, et vous l'aurez compris. Et du coup, aujourd'hui, on arrive à atterrir sur nos chevilles avec des hauteurs qui sont relativement élevées. Pareil pour notre dos. J'ai fait des Jefferson Curl depuis des années à 140, 150 kg parce que graduellement, j'ai exposé mon dos à ce genre de contraintes. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'on doit s'attarder sur le principe clé qui est celui de la surcharge progressive et que vous voulez l'organiser dans vos entraînements. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans mes entraînements, tout ce que je vous propose, il y a toujours un principe de surcharge progressive qui est appliqué de semaine en semaine, bloc en bloc, etc. C'est la règle d'or qu'il faut garder en tête. Maintenant, revenons-en à l'importance de la technique. Pourquoi la technique, c'est important? Parce qu'il y a toujours deux débats dans l'industrie. Il y a ceux qui sont là, et surtout dans le monde de la musculation et l'hypertrophie, je le vois. Et dans la francophonie, ça me fait toujours rire quand je tombe sur ce genre de vidéos. Il y en a qui disent, oui, la technique, il faut vraiment strict dessus. Et il y en a qui disent, non, t'en fous. Et puis, ils tirent. Tant que tu tires et que tu fais le truc, c'est bon, et qu'ils swingent dans tous les sens. Pourquoi il ne faut pas swinger dans tous les sens quand vous faites un exercice de tirage pour le dos, quand vous faites vos biceps, etc. Alors certes, vous allez swinger, lever un peu plus lourd. Mais la stimulation qui va être placée sur les tissus qui sont censés grandir, qui sont censés être stimulés, va être moindre si vous utilisez des mouvements compensatoires, si vous utilisez d'autres muscles pour bouger la charge que vous cherchez à déplacer. C'est aussi simple que ça. Donc ce que vous voulez faire, c'est vous concentrer sur la technique d'exécution simplement
pour maximiser la stimulation musculaire et isoler au maximum cette stimulation sur les tissus que vous voulez développer. C'est pour ça que la technique d'exécution est intéressante et non pas pour l'aspect prévention des blessures en soi. Alors bien entendu, je suis pas là en train de dire ouais, fais ton deadlift avec ton dos rond, monsieur, madame, tout le monde. Non, attardez-vous sur la technique d'exécution parce que c'est ce qui va vous permettre de recruter les trucs que vous voulez vraiment recruter. C'est pour ça que ce débat, encore une fois, deadlift, je fais une petite tangente ici, deadlift dos rond, deadlift dos plat, bonne technique, il sert à rien pour moi. Okay, deadlift dos rond, on l'a compris, vous pouvez le faire, mais si je fais du deadlift, c'est pas pour le faire avec le dos rond dans le sens où je veux renforcer mes lombaires avec ce deadlift dos rond. Non, si je fais mon deadlift, c'est pour travailler sur certains muscles de la chaîne postérieure, principalement les ischio-jambiers et les muscles fessiers. Donc c'est pour ça que je fais le deadlift, d'accord? Pas juste pour être fort à faire un deadlift avec un dos rond. Donc encore une fois, les exercices sont utilisés simplement comme des filtres pour cibler des tissus bien précis. Donc j'espère que ça a du sens pour vous ici. Dernière question qui m'a été posée concernant le genou. En très résumé, j'en ai reçu pas mal ces derniers temps. Comment s'entraîner lorsqu'on a mal au genou? Alors je vais faire un shameless plug ici. J'ai déjà fait un programme à l'ancienne qui s'appelle Genou Bulletproof en collaboration avec un de mes athlètes avec qui j'ai entraîné, qui joue à Arsenal, Johan Djourou. Donc vous pouvez aller checker tout ça, Genou Bulletproof. Et j'ai créé 2 programmes pour les douleurs au niveau de la zone antérieure du genou. Le programme Restore Tendinopathie Patellaire et Restore Tendinopathie Quadricipitale, qui sont les mêmes je dirais à 85%. Mais il y a 2-3 détails qui changent. Donc, c'est soit vous avez une pathologie plutôt que l'autre, ok, et vous allez faire votre réathlétisation, développement athlétique à travers le fil de ces 2 pathologies. Mais je dirais que pour quasiment toutes les zones des douleurs antérieures du genou, ça va être grandement bénéfique. Donc choisissez soit l'un, soit l'autre. Comment on fait pour s'entraîner lorsqu'on a mal au genou? Vous allez à la salle de sport, dès que vous entamez une flexion de genou, ça commence à faire mal. Vous pouvez fléchir votre genou en 1/5 de squat. Au-delà de ça, ça commence à faire vraiment mal à l'avant du genou. Le premier truc que vous devez faire, c'est essayer d'éliminer au maximum tous les exercices qui recréer ces symptômes de douleur, tout ce qui fait mal en gros. Et principalement, ou je dirais que le fil très simple que vous voulez utiliser, c'est cette compréhension des exercices qui vont plutôt cibler la chaîne postérieure et les exercices qui vont cibler plutôt la chaîne antérieure. En d'autres termes, tous les muscles à l'avant et tous les muscles à l'arrière. Tout ce qui va cibler les muscles à l'avant, vous l'aurez compris, les quadriceps, eh bien, ça va solliciter éventuellement cette zone-là antérieure du genou. Ça risque de vous faire mal à l'avant du genou. Et là, on parle bien entendu de tout ce qui va être squat. À l'extrême de ça, on va avoir les levées olympiques, les snatchs et les trucs comme ça, les overhead squats. Ça, vous voulez oublier. Tout ce qui ramène votre tibia loin vers l'avant, vos genoux loin vers l'avant en direction de vos orteils, eh bien, ça risque d'être problématique. Maintenant, tout ce qui va viser la chaîne postérieure, qui va viser plutôt les ischio-jambiers et les muscles fessiers, ça devient intéressant. Vous pouvez les inclure dans votre programmation et baser votre entraînement principalement autour de ça. Donc, par exemple, un deadlift, un hip thrust, vous pouvez utiliser des variantes, encore une fois, single leg, ensuite des exercices d'isolation pour les ischio-jambiers. Vous pouvez tourner autour de 3 exercices pour la chaîne postérieure pour votre programmation. Très bien structuré. Pour la chaîne antérieure, éventuellement, il y a certains exercices qui vont être tolérables. C'est là qu'il va falloir explorer. Il y a certaines fentes pour certains d'entre vous qui vont être tolérables. Et là, encore une fois, il va falloir explorer. Souvent, la fente, on l'a décrit comme quelque chose de très... avec des règles bien précises. En vous disant c'est comme ça que la fente doit être faite. Mais la fente, elle se trouve sur un spectre. Vous pouvez manipuler le positionnement de votre bassin dans l'espace, de votre genou dans l'espace pour que la fente soit plutôt hanche dominante ou plutôt genou dominante. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir essayer de ramener la fente en la transformant plus en une fente hanche dominante. De cette façon-là, ça mettra moins de pression sur vos genoux et éventuellement, eh bien, vous n'allez pas avoir mal et ça vous permet de quand même stimuler un peu les quadriceps, mais pas trop pour que ça fasse mal. C'est le premier truc à garder en tête. Le deuxième truc à garder en tête, c'est éventuellement vous arrivez à utiliser des exercices qui vont quand même stimuler un petit peu vos quadriceps, eh bien, c'est de garder des tempos qui sont lents. Oubliez tous les trucs qui sont explosifs pour la stimulation de la partie avant de vos jambes. Pour la partie arrière, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire des kettlebell swing par exemple. Très bon exercice pour continuer à travailler sur son explosivité sans mettre à risque ses genoux vu qu'on cible principalement la chaîne postérieure. Mais il y a certains exercices éventuellement que vous pourrez utiliser. Il faut être smart par rapport à ça. D'accord? Dans le programme, je vous donne tout ça. Maintenant, l'autre chose que j'aimerais vous donner, c'est un petit warm-up que vous pouvez utiliser pour réduire de manière temporaire ces douleurs aux genoux. J'ai fait un réel là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller le checker. Et du coup, vous pouvez utiliser ça dans votre préparation.
Vous commencez simplement avec des contractions isométriques overcoming. Vous fléchissez votre genou au maximum. Ce que j'aime bien utiliser, c'est le stretch du canapé, ce qu'on appelle le couch stretch en anglais. Et on va chercher à contracter nos quadriceps dans cette position du stretch du canapé. Je tiens cette position pendant une trentaine de secondes, 30 à 60 secondes. Je maintiens la position. Ensuite, je peux passer à un autre exercice où je vais chercher à faire des, comment on appelle ça, le sled drag en anglais. En français, je cherche toujours mes mots. Un tirage de chariot en arrière. Si vous avez accès à un chariot, un sled dans votre salle, très bien, vous pouvez utiliser ça. Si vous n'avez pas accès à un sled, ce qui est mon cas, eh bien, je vais utiliser des bandes élastiques et je vais faire ce qu'on appelle de l'extension terminale du genou. Je vais utiliser 2 bandes élastiques autour d'un rack, par exemple, et je vais essayer de mimer ce mouvement de sled drag, d'accord, où je vais faire comme si je reculais en arrière. Ok, donc c'est simple. Je vais mettre sur mes orteils, ramener mon talon au sol, orteil, talon au sol, et j'alterne un genou à l'autre. Ok, et je vais utiliser une intensité qui me challenge un peu avec une bande élastique. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir répliquer une charge de 100 kg, bien entendu, mais ça va quand même apporter, ça va quand même stimuler vos quadriceps ici. Et normalement, on travaille avec une flexion de genou qui est très légère, et lors du moment de flexion, eh bien, la charge est encore réduite. On n'a pas vraiment notre poids dessus. Ça va nous permettre de contracter ces quadriceps de manière répétée. Je vous invite à faire le tout durant 2 minutes. 1 minute 30 à 2 minutes 30. En général, c'est ce que j'aime bien utiliser. 1 minute 30, ça semble être le sweet spot selon moi. Vous reculez, vous cherchez le pump au niveau de vos quadriceps. C'est un vrai game changer. Ces 2 exercices-là, vrai game changer. Ce que vous pouvez faire, c'est alterner entre ça et également de l'isométrie yielding. C'est-à-dire vous tenez une position et vous la tenez pendant un certain temps. Le classique que vous connaissez tous, c'est celui de la chaise. Vous vous mettez dans la position de la chaise et vous tenez. Ce que vous voulez faire, c'est tenir cette position de chaise dans un angle qui n'est pas douloureux. Juste au-dessus de l'angle douloureux, et vous tenez la position, encore une fois, pendant un certain temps. Selon moi, 30 à 60 secondes. Vous pouvez faire le tout sur deux séries. Et ça va grandement vous aider, ça va déjà ramener un certain effet analgésique, ça va un peu endormir la douleur. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir continuer avec votre entraînement. Encore une fois, respectez la règle de base de la surcharge progressive. Voilà tous les amis, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vous invite à checker les différents programmes éventuellement. Et bien entendu, à profiter de l'offre de lancement de mon programme Pieds et Chevilles Bulletproof à moins 50%. Le lien est dans la description. Donc allez checker tout ça et nous on se parle, je vous à très bientôt. Peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt.